Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Polyfab 3D pour cette vidéo dédiée à un filament assez particulier, un filament que j'apprécie particulièrement. On va parler aujourd'hui du PETG renforcé en carbone, le PETG CF. Donc pourquoi est-ce que je vous parle si souvent de ce PETG carbone, ce PETG CF? Eh bien, vous allez le comprendre au fur et à mesure de cette vidéo, mais le PETG carbone est un matériau qui répond très bien à 80-90% des applications professionnelles que l'on peut avoir avec une pièce imprimée en 3D. On regardera un petit peu plus en détail ses caractéristiques techniques, ses caractéristiques d'impression, des exemples d'applications, mais pour commencer, je vais vous présenter un petit peu ce PETG chargé en carbone. J'ai également eu l'occasion d'interviewer le fondateur de Nanovia, qui est historiquement le premier à avoir proposé du PETG carbone en Europe et peut-être même au niveau mondial. C'est également le cas pour son fameux ABS carbone. Je laisserai Jacques de Nanovia vous présenter un petit peu plus en détail l'histoire de Nanovia et comment on en est venu à développer des PETG chargés en carbone adaptés à l'impression 3D. Donc cette vidéo, c'est pas un partenariat, j'ai pas été payé par Nanovia ou par des fabricants de PETG carbone, c'est juste un filament qu'on adore, qu'on trouve pas suffisamment connu et reconnu, et on le verra, mais comme je le disais, c'est un matériau qui est extrêmement polyvalent, très facile d'utilisation, et je dirais que c'est le matériau technique le plus simple d'utilisation. Donc le filament qu'on va évoquer particulièrement dans cette vidéo, vous l'avez compris, mais c'est le PETG carbone du fabricant Nanovia. Ce produit est disponible depuis la fondation de Polyfab 3D. Ça fait partie des matériaux et des fabricants avec lesquels je tenais absolument à travailler. Donc tout ça pour dire que le PETG carbone n'est pas un matériau nouveau, c'est juste que il me semble qu'il n'est pas utilisé à sa juste valeur. Et c'est le but de cette vidéo. Et donc pour vous présenter ce PETG carbone, rien de mieux que de laisser Jacques de Nanovia, celui qui a inventé et développé ce PETG, il va vous le présenter bien mieux que moi. Et donc la première chose que je lui ai demandé, c'est de se présenter, de présenter Nanovia et de nous expliquer un petit peu comment il est venu au développement de ces filaments PETG composites. Je le laisse vous en parler. Moi, je suis alchimiste, alors rien à voir, moi j'ai une formation de chimiste, j'ai travaillé pendant 17 ans dans l'industrie pharmaceutique. Donc ça n'a rien à voir, et en 2010, suite à des restructurations, j'ai acheté une PME dans les Côtes-d'Armor qui formulait des produits chimiques. Et en 2012-2013, c'était pour un projet one-shot, mais il y a des acteurs de la défense qui m'ont demandé de formuler des fibres de carbone et pas que des fibres d'ailleurs, des nanocharges de carbone dans des résines thermodurcissables. Donc c'était un liquide dans lequel on avait l'habitude de travailler les liquides. Et cette expérience-là, qui était un one-shot et un test, on s'est rendu compte qu'on avait peut-être un savoir-faire, il y avait des choses à faire, que ces fibres-là, parce qu'on avait fait quelques modifications chimiques sur les fibres, on avait apporté, notamment par mon passé de chimiste de synthèse, on avait modifié chimiquement la structure l'enzymage des fibres de carbone. Et on s'est dit qu'on pouvait essayer peut-être de les mettre dans d'autres matières que des résines thermodurcissables. Et c'est là qu'on s'est dit, on a travaillé avec l'Université de Lorient, professeur Yves Coins. Et là, on s'est dit qu'on pouvait essayer de le mettre dans les thermoplastiques. Et à ce moment-là, vraiment, les marchés de l'impression 3D commençaient. Et c'est pour ça qu'on a combiné le tout. Et là, on a fondé Nanovia, on a acheté nos premières lignes. On a développé comme ça les premiers matériaux composites. On a commencé en 2012-2013, mais on a vraiment commencé à commercialiser en 2014, le temps de mettre tous les process en place. Et donc, on a intégré au fur et à mesure tout le process. C'est-à-dire que Nanovia a été créé en 2014 et maintenant, Nanovia produit elle-même toutes ces matières du début à la fin. C'est-à-dire qu'on achète vraiment les matières premières, les bases, on fait nous-mêmes les compoundages, on fait nous-mêmes nos granulés, ce qui nous permet aussi maintenant de fournir des granulés pour la vente des imprimantes granulées. Et on fait nous-mêmes l'extrusion, le conditionnement, enfin tout est fait chez nous, c'est 100% made in France. Moi, dans ma tête, c'est toi qui as inventé le PETG carbone. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une idée que je me fais? Inventer, c'est un bien grand mot. Mais on avait le PETG s'imprimait plutôt bien. Alors, on avait quelques
quelques soucis de warping un petit peu sur notamment les grandes pièces. Mais le PETG, c'est un matériau très versatile parce qu'il va sur énormément d'imprimantes, il passe très bien partout et il correspond à pas mal d'applications industrielles. On avait déjà produit pas mal de composites fibrés, notamment sur une base ABS. On s'est rendu compte, notamment avec l'ABS aramide, que l'apport de fibres limitait énormément le warping et donnait un excellent contrôle dimensionnel des pièces. Parce que, évidemment, les fibres, notamment sur l'aramide, c'était aussi vrai sur le carbone, durant le refroidissement de la matière, évite le retrait en maintenant la matière en place. Deuxièmement, le PETG est un très beau matériau versatile, mais quand on fait des pièces, par exemple, assez fines, on a quand même une flexibilité qui peut donner des soucis pour notamment des pièces fonctionnelles. Et au regard de notre expérience sur les ABS, on s'est dit qu'on allait les charger dans le PETG. Alors, l'avantage du PETG par rapport à l'ABS, c'est que le PETG accepte beaucoup plus de charges qu'un ABS. Okay. Par exemple, on peut charger jusqu'à 10 fois plus d'additifs et de charges dans un PETG que dans un ABS, qui à la base déjà est lui très rigide. Donc, on avait déjà des fibres de carbone. Il a fallu qu'on trouve des fibres de carbone parfaitement adaptées au PETG parce que l'enzymage, donc le traitement de surface de la fibre de carbone est spécifique, que ce soit un ABS ou un PETG, ce ne sont pas les mêmes, ce qu'on appelle enzymage, donc traitement chimique à la surface des fibres. On a trouvé un excellent enzymage avec une compatibilité parfaite avec le PETG et on a décidé de charger notre PETG. On a fait le premier test. Donc, on a compoundé, ce qu'on appelle compoundé, c'est-à-dire fait un mélange du plastique dans lequel on a rentré dans le fondu les fibres de carbone. Et on a testé la chose et ça fonctionnait très, très, très bien. Parce que, justement, la fibre de carbone apportait, premièrement, de la rigidité, deuxièmement, augmentait un petit peu la viscosité du PETG. Très légèrement, mais ça donnait vraiment un fini de pièce et une facilité d'impression un peu plus grande. Alors, il fallait modifier un petit peu, augmenter un tout petit peu la température par rapport au PETG, bien évidemment, pour retrouver une gamme de viscosité adéquate. Mais on combinait en même temps peu de warping, excellente adhésion plateau, rigidité et en même temps facilité d'impression. L'avantage de la fibre de carbone en plus, c'est que ça traite naturellement contre les UV. Parce que les rayonnements UV en plus vont être absorbés par la fibre de carbone. Ce qui fait que le PETG a déjà une très bonne résistance, le PETG en lui-même, résistance extérieure. En plus, avec l'apport de fibre de carbone, on a aussi une très bonne résistance UV. C'est pour ça qu'on a aussi le dérivé PETG fibre de verre qui lui s'imprime extrêmement bien aussi. Cependant, la fibre de verre n'a pas ces caractéristiques-là d'absorption UV, donc c'est pour ça que notre PETG, pour les applications extérieures, on rajoute aussi un traitement anti-UV à l'intérieur. Et Jacques nous a également illustré l'utilisation concrète de ce filament avec divers cas d'application. Je laisse encore une fois vous montrer tout ça. Mais le PETG carbone correspondait très très bien à la majorité, je veux dire à 90% des demandes industrielles sur les applications des pièces. Applications extérieures, rigidité, ainsi de suite. On a plusieurs exemples, par exemple dans l'orthopédie. Dans l'orthopédie, l'ABS n'est pas accepté, n'est pas autorisé, puisque l'ABS étant très rigide, casse très facilement et en cassant, notamment casse d'un coup sec et en cassant d'un seul coup comme ça, peut générer des arêtes et peut être dangereux. Contrairement à un PETG qui, lui, aura une élasticité plus grande et n'aura pas de cassure, mais va plutôt plier. Et on a énormément d'applications très pratiques de pièces de fauteuil roulant, de supports de caméras extérieures, le champion de France handisport 100 mètres, il court avec une prothèse imprimée en PETG fibre de carbone. Voilà, donc énormément d'applications aussi dans les milieux, chez les militaires qui utilisent énormément ce matériau-là pour faire des pièces d'appoint extérieures. Et c'est un produit qui est un de nos best-sellers, clairement, par sa facilité d'utilisation, par sa répétabilité, par sa structure. On a des clients qui en consomment 50 à 100 kilos par mois.
pour faire des pièces fonctionnelles, que ce soit des pièces robotiques. J'ai un exemple, par exemple, de pièces d'articulation de robots fonctionnelles. Hein. Voilà, on a plusieurs exemples comme ça, de pièces fonctionnelles, notamment dans l'orthopédie et dans d'autres applications. Un exemple de pièce PETG fonctionnelle imprimée. C'est un support alors, ça ressemble au support de caméra GoPro, mais ça sert aussi à fixer les tétières sur les fauteuils roulants. Donc, il faut que ce soit hyper costaud. Donc, cette pièce-là, par exemple, est imprimée. Enfin, c'est un client moi qui fait ça. Le traitement, ils peuvent dire faire un traitement, soit un glaçage époxy directement dessus. Le PETG carbone absorbe et adhère très, très bien aux résines époxy. Donc, on peut venir faire vraiment un lissage de surface très, très, très efficace. Et on peut aussi, alors, autre pièce fonctionnelle, on peut venir faire un drapage carbone. C'est vraiment de la pièce fonctionnelle avec un cerf, ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment des pièces fonctionnelles et des pièces qui vont réellement sur des applications concrètes. Bon, vous l'avez peut-être compris, hein, mais Jacques de Nanovia est quelqu'un d'assez humble. Honnêtement, pour moi qui connais Jacques depuis 2016, c'est lui qui a développé le premier ABS composite, c'est lui qui a compris tout l'intérêt d'apporter des fibres dans les thermoplastiques d'impression 3D, qui a développé les premiers PETG carbone avec d'aussi bonnes liaisons entre le PETG et la fibre de carbone. Comme il l'explique, ça c'est vraiment un travail de chimiste d'être capable de bien lier des fibres à un thermoplastique. J'espère que cette petite interview vous aura permis de comprendre un petit peu plus ce qui fait que moi j'adore particulièrement ce filament, de par son histoire, mais aussi de par ses performances, on va y venir. Et pour commencer, comme souvent, j'aime bien aller regarder les fiches techniques des filaments. Donc on va s'attarder quelques instants sur la fiche technique du PETG carbone de Nanovia. Donc voilà la fiche technique du PETG carbone. On voit ici que la température d'extrusion que j'évoquais tout à l'heure est un petit peu plus basse, mais ça correspond plutôt à des imprimantes à l'ancienne avec des vitesses d'impression et des flux un petit peu plus faibles. On pourra augmenter la température jusqu'à 250 ou 260 en fonction justement de ces petites choses-là. La température du plateau recommandée 80-90. Vous pouvez même la redescendre un petit peu à 70-75. Ça améliorera un petit peu l'effet d'overhang et ça limitera la chaleur à l'intérieur de l'enceinte. On le voit, on n'a pas besoin d'avoir une enceinte particulièrement chauffée. Il est recommandé une buse minimum de 0,5, mais par expérience, avec la buse de 0,4, on n'a pas franchement de soucis. Il est recommandé de les protéger de l'humidité et éventuellement de les étuver 4 heures à 60 degrés si elles ont été en présence d'une humidité un petit peu trop longtemps. Il est précisé que l'utilisation d'une buse renforcée est nécessaire, comme tous les matériaux abrasifs composites, il est nécessaire d'utiliser une buse renforcée. Les imprimantes que j'ai utilisées pour les tests étaient déjà toutes par défaut prééquipées de ces buses-là, donc pas de souci. Information intéressante, la densité. J'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, mais ici on est sur une densité de 1,35 g par centimètre cube. Ce que l'on pouvait attendre d'un matériau avec du carbone, c'est qu'il soit plus léger que l'équivalent non chargé en carbone. Eh bien c'est l'inverse. Finalement, les poudres de carbone ajoutées augmentent un petit peu de poids. Ce qui est plus intéressant, c'est d'étudier le rapport poids-performance, où là, le PET ou le PETG carbone donne des propriétés supérieures à certains métaux, car pour un poids extrêmement léger, on a des performances qui sont déjà extrêmement élevées. Donc les valeurs que l'on trouvera en dessous correspondent à des tests réalisés sur éprouvette. On a donc un module de Young à 5800, ce qui indique un matériau qui est particulièrement rigide. On note ici une rigidité qui est quasiment 2 fois supérieure à des PLA et 3 fois supérieure à du PETG traditionnel. On a une résistance maximale de 57 MPa, ce qui indique qu'on a un matériau qui est vraiment non seulement rigide, mais sur lequel il faut apporter une certaine force pour réussir à le faire fléchir. Et on a une déformation de 2,3%, ce qui explique qu'on a un matériau qui conserve une très légère souplesse, mais qui restera très rigide. On voit ici des valeurs un petit peu différentes en fonction du sens d'orientation de l'éprouvette. Je vous laisserai regarder ça un petit peu plus en détail, mais naturellement, on aura des propriétés qui varient en fonction du sens de l'impression.
Ici, une petite courbe qui nous permet de comparer justement le taux de déformation, de contrainte et le module de Young entre un PETG traditionnel et un PETG CF, où on voit qu'il est non seulement plus rigide, et on voit qu'il acceptera légèrement moins la déformation que le PETG de base, mais seulement très légèrement moins. On a ici une très bonne résistance aux impacts avec 20 kJ par mètre carré en Charpie, ce qui indique une très bonne résistance aux impacts, globalement 4 fois supérieure à ce que l'on pourrait retrouver sur un PLA et à peu près 2 fois supérieure à ce que l'on retrouve sur un PETG. Et les points forts qui sont mis en avant, c'est donc de propriétés mécaniques élevées, un contrôle dimensionnel important, du fait d'avoir ces fibres de carbone, ça bride, ça bloque la déformation de la matière et donc ça lui permet d'avoir d'excellentes propriétés dimensionnelles. On peut bien évidemment fabriquer des pièces de structure grâce aux performances de ce matériau. Et ça reste extrêmement simple à l'impression. Et il est précisé, Jacques m'en a parlé également, particulièrement utilisé par les armées françaises, les commandos, pour tout ce qui va être fabrication justement de petites pièces. Ici, ils ont bien compris l'intérêt de ce filament qui est de pouvoir répondre à quasiment toutes les applications. On n'a pas besoin de changer de filament, d'utiliser parfois du PLA, parfois du PLA+, parfois du PETG, parfois de l'ABS. Généralement, le PETG remplacera très bien la totalité de ces matériaux en apportant des performances au moins équivalentes, avec un aspect généralement bien meilleur et une facilité d'impression souvent bien meilleure que ce que l'on aurait avec des ABS ou des matériaux comme ça. Donc comme ça a été déjà plus ou moins dit, les avantages, les points forts du PETG carbone, ça va être son excellente imprimabilité pour un matériau particulièrement technique. On aura ici une base de matériaux PETG qui donc est connue pour avoir une bonne souplesse, une grande polyvalence et une imprimabilité vraiment assez simple. L'apport de poudre de carbone dans le PETG va lui faire augmenter sa rigidité, augmenter sa robustesse et il simplifiera encore son imprimabilité, particulièrement sur les objets de grand format. On peut aussi noter que le PETG carbone a une excellente résistance aux UV. L'apport de carbone va également augmenter la force des liaisons intercouches. Jacques nous l'explique encore une fois de manière un petit peu plus précise. Le carbone est thermoconducteur. Donc, ça conduit assez bien la température sur la couche qu'il a déposée par rapport à la couche précédente. Donc, et ça favorise ce qu'on appelle la reptation des polymères. C'est-à-dire que plus ça va être chaud, plus les polymères vont bouger, vont se réorganiser, et ça améliore l'adhésion intercouche. Il a l'avantage d'être utilisable avec des bus de 0,4 ou de 0,6 mm, compatible avec la totalité des imprimantes 3D du marché, pas un besoin impératif d'avoir une imprimante fermée, les températures d'extrusion sont tout à fait abordables, mais globalement c'est un filament extrêmement polyvalent et adapté à tous. C'est un filament qui donne un aspect particulièrement joli et en plus de ça, comme Jacques nous le précise, il est même très adapté au post-traitement. Que ce soit de la peinture, du recouvrement époxy ou du drapage carbone, le PETG a une très bonne capacité de post-traitement et convient très bien justement à toutes ces différentes étapes. Il bénéficie d'une résistance thermique aux alentours des 75 degrés, et un très bel aspect noir velours qui donne un aspect aux pièces imprimées totalement différent d'un PETG, d'un PLA ou d'un ABS standard. Ici, le côté noir, un petit peu mat, velours comme ça, rend vraiment extrêmement bien et permet d'avoir des pièces qui, brutes, sont tout à fait acceptables dans pas mal d'environnements, aussi bien esthétique, pratique que technique. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur ce PETG carbone et pourquoi est-ce qu'on l'apprécie particulièrement. Vous voyez qu'il a énormément de points forts, tout en étant très simple d'utilisation. Il existe d'ailleurs d'autres types de PETG composites, développés entre autres par Nanovia. On pourra citer le PETG ESD, on pourra également citer le PETG fibre de verre, qui a l'avantage de pouvoir être teinté différemment de la version carbone, et qui en plus de ça a été traité pour avoir une bonne résistance aux UV. Autour de ce filament-là, il y a encore une histoire, mais ce sera peut-être l'occasion d'une autre vidéo. Et en parlant de ces différents dérivés composites de PETG, vous avez peut-être également vu passer des PETCF. PETCF, vous voyez qu'il manque le G. Donc le PET, polyéthylène terephthalate, G pour glycol,
le rend un petit peu plus souple à l'utilisation et augmente son côté translucide. Donc le PETG est très courant en impression 3D, il est beaucoup plus facile à utiliser que le PET qui est même quasiment inutilisable en version brute. C'est pourquoi vous ne le retrouverez d'ailleurs pas du tout disponible en version brute. Vous retrouverez parfois des PET CF. Et encore une fois, le rôle des fibres ici va le rendre plus facile à imprimer. Donc le PETG carbone est un filament plutôt très polyvalent, très facile d'utilisation, performant, mais le PETCF est un petit peu au-dessus. Il aura de meilleures résistances thermiques, il aura également une plus forte rigidité, il sera plus complexe à l'utilisation. Il nécessitera par exemple un paramétrage d'impression beaucoup plus précis et il est même recommandé de réaliser des post-cuissons après impression de manière à libérer les tensions que va accumuler ce PET. Autrement, le PETCF arbore lui aussi d'excellentes performances mécaniques, thermiques et chimiques et c'est un matériau que je vous invite également à découvrir si ce n'est pas le cas. Le prix du PETCF15 fait partie des différences que l'on retrouvera avec le PETG-CF est un petit peu plus abordable. Le PETCF rentre dans la catégorie des matériaux un petit peu plus extrêmes et qui sont plus onéreux et beaucoup moins courants. On peut également faire une toute petite distinction avec les fibres continues. Ici, on parle bien évidemment de fibres courtes, des fibres de carbone qui sont broyées et mélangées dans le plastique, ce que Jacques appelle le compound. Quand on parle de fibres continues, on a ici accès à des performances qui sont tout à fait différentes, mais qui nécessitent des imprimantes bien particulières. Pour tous ceux qui seraient intéressés, il est tout à fait possible de travailler du filament PETG renforcé par de la fibre continue, mais là il faudra faire appel à des imprimantes comme Anisoprint. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à revenir vers nous, on pourra vous renseigner à ce sujet. C'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà pour cette petite présentation du PETG carbone et de ses petites variantes. On va maintenant s'intéresser à ses paramètres d'impression. Et en ce qui concerne le paramétrage, on va regarder ça sur le logiciel Creality Print, mais toutes les informations valables ici le seront également sur tous les autres slicers que vous pourriez utiliser. Et ensuite, on regardera un petit peu toutes ces pièces-là. Je prends ici l'exemple de cette petite poignée imprimée bien connue des utilisateurs d'imprimantes composites. Et comme je le disais, le filament PETG carbone n'existe pas par défaut dans Creality Print. Il va donc falloir le créer et le plus simple est de partir du filament PETG traditionnel. Il existera quelques légères variations par rapport à ce filament et on va regarder ça. Au fur et à mesure des petits tests, j'ai pu développer un profil qui fonctionne plutôt très bien. Et donc, ce qu'il est nécessaire de faire pour des imprimantes haute vitesse, c'est donc d'augmenter la température d'extrusion. Par défaut, on recommandera une utilisation des PETG plutôt entre 235 et 245 pour avoir des conditions d'impression optimales, aussi bien mécaniquement qu'esthétiquement. Pour un PETG carbone, on va monter un petit peu, et particulièrement si vous êtes sur des imprimantes rapides. Donc moi, en l'occurrence, je suis monté jusqu'à 260 degrés, et pour ce qu'il en est du plateau, entre 70 et 80 en fonction de la dimension de vos objets. Vous pouvez faire varier un petit peu. L'intérêt ici étant de limiter la température à l'intérieur de l'imprimante. Ça aura toujours des effets bénéfiques esthétiquement. Par contre, mécaniquement, le fait d'avoir un petit peu plus de chaleur sera intéressant. Donc, à vous de doser cette température en fonction de vos pièces et de vos besoins. Et il y a d'autres choses qui doivent être modifiées idéalement. C'est des choses qui seront disponibles à travers des outils de calibration que me fournit le logiciel Creality Print. Vous les aurez également sur pas mal d'autres logiciels, que ce soit Orca Slicer ou même FLSun Slicer désormais en V2 qui propose lui aussi les outils de calibration et que j'ai également réalisé. Je vous en reparlerai. Mais ce sont donc les valeurs à minima de Pressure Advance et de flux maximum. Ce sont des valeurs qui sont disponibles dans le mode avancé des logiciels, mais qui vont vous permettre d'exploiter au mieux les filaments. On pourra donc assez facilement, à travers ces petits outils de calibration, tester le flux d'impression maximum. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié un petit peu ça pour augmenter le flux maximum et modifier un petit peu les paliers. On génère automatiquement le G-code qui va permettre à l'imprimante de manière graduelle de faire évoluer justement son flux d'impression. Et donc le test qu'on a réalisé va permettre de faire situer un petit peu les limites de vitesse de ce filament
avec cette température. Donc ce sont des tests que j'ai réalisés pour la K1 Max et la limite d'impression de flux pour la K1 Max se situe aux alentours de 25-27 mm3 par seconde, ce qui est déjà énorme, ce qui correspond globalement à la vitesse d'impression d'un PLA sur des imprimantes comme celle-là. Sur la FLSUN S1, qui est connue pour avoir le plus grand flux d'extrusion, on monte à 110 avec des PLA haute vitesse, et bien ici, même principe, sauf que là, on arrive quasiment à atteindre les 40, je dirais qu'aux alentours de 35, on est à la limite. Dans tous les cas, c'est ça qu'il est important de comprendre à travers les flux d'impression, c'est que c'est pas seulement la vitesse d'impression qui est importante, c'est ce paramètre qui va naturellement brider dans tous les cas les déplacements de l'imprimante. Et si on entre la valeur ici de 25, de 35, eh bien on peut mettre 200, 300, 400 de vitesse d'impression, eh bien dans tous les cas, ce ne sera pas utilisé si le flux le limite. Donc c'est vraiment ça que je vous invite à prendre comme habitude, c'est de travailler plutôt vos flux et dans un second temps éventuellement les vitesses si elles peuvent être accélérées. Bon, je m'égare, le deuxième petit test en tout cas qu'il a été intéressant de regarder, c'est le test de Pressure Advance. Donc j'aime bien faire le test de ligne et j'ai simplement modifié ça. Voilà à quoi ressemble globalement le petit test. Donc moi en l'occurrence je l'avais lancé un petit peu différemment. Mais voilà, c'est un enchaînement de lignes avec différentes façons de réaliser les accélérations, les décélérations en matière de flux. Et donc ça nous permet de trouver une valeur qui correspond bien à ce filament, à cette température, à cette machine. Donc moi en l'occurrence sur ma K1 Max, la valeur était de 0.048 alors que par défaut on était sur des valeurs à 0.02. Ça convient bien pour du PLA, éventuellement peut-être même pour du PETG traditionnel, mais en tout cas pas du tout pour ce PETG carbone. Souvenez-vous ce que Jacques a dit sur la viscosité de la matière qui doit être un petit peu surchauffée pour avoir une viscosité à peu près équivalente à ce que l'on aurait sur un PETG traditionnel. Pas grand chose d'autre à modifier sur le paramétrage du filament lui-même. Au niveau de la ventilation, je vous en ai parlé, mais plus de ventilation pourrait améliorer un petit peu l'aspect de vos overhangs et de vos pentes. Mais attention, trop de ventilation va aussi fragiliser la liaison intercouche. Donc voilà, en général, on recommande entre 20 et 50% va vous produire de plutôt bons résultats. Encore une fois, la taille de la pièce dépend là aussi. Pour les paramètres de rétraction, le paramétrage du PETG traditionnel fonctionne bien. C'est un matériau qui a une tendance plus naturelle à filer un petit peu davantage que le PLA. En mettant une rétraction un tout petit peu plus haute, eh bien ça suffit. Si jamais vous avez du PETG qui coule plus que la normale, eh bien souvent c'est que vous êtes soit trop chaud par rapport à votre vitesse d'impression, ou alors que votre filament est humide. Et j'y reviendrai. Et le reste, on va plutôt s'intéresser aux paramètres d'impression avec des couches à 0,2. C'est ce qu'il est recommandé pour des filaments composites, particulièrement si vous êtes sur une buse 0,4. On va pas trop demander à avoir un flux d'impression plus faible que ça. Donc 0,2 pour une buse de 0,4 ou de 0,6, c'est vraiment ce qu'il peut être minimum à ce niveau-là. Au niveau des largeurs de ligne, chaque logiciel joue un petit peu avec ses largeurs de ligne. J'insiste pas là-dessus. Ce qui va être intéressant, c'est de jouer avec l'épaisseur de vos parois, de vos coques. On le voit ici dans la petite illustration. Le wall loops est très important pour avoir des pièces qui soient particulièrement solides. Et j'ai pu faire des essais quand on est sur un mode de fabrication avec deux contours, deux coques et une densité de remplissage de 15%, eh bien on a des pièces qui sont rigides mais qui manquent peut-être un petit peu de solidité. Alors que si vous augmentez ici la valeur à 4 comme j'ai pu le faire et ici éventuellement à 30, eh bien on va voir très nettement la différence. Donc pour ce PETG qui peut avoir différents buts, encore une fois, on l'a vu, c'est un matériau que j'aurais tendance à recommander systématiquement par simplicité. Et bien pour des objets plutôt esthétiques, avec peu de contraintes, eh bien vous pouvez le travailler avec des épaisseurs et des remplissages assez faibles. Et pour des besoins un peu plus résistants, eh bien là vous allez pouvoir augmenter la densité, augmenter l'épaisseur des coques sans aucun souci, sans aucune problématique de warping. C'est vraiment ça ce qui est très bien avec ce PETG. Pour ce qu'il en est des vitesses, voilà un petit peu ce qui est préconfiguré pour le PETG. Honnêtement, j'aurais plutôt tendance à réduire un petit peu les variations de vitesse de manière à améliorer les précisions dimensionnelles. Et dans tous les cas, avec ce type de filament, je ne cherche pas à avoir une vitesse d'impression qui soit réduite au minimum. Vous allez voir que déjà, les vitesses d'impression sont suffisamment élevées pour que les temps d'impression soient très raisonnables.
Hop, donc on va mettre 4 coques, 30% de densité. Pas besoin de support pour cet objet, mais je m'attarde un tout petit peu sur les supports. Lorsque vous avez besoin de fabriquer des supports sur une imprimante monobuse, eh bien vous pouvez tout à fait utiliser le PETG carbone. Lorsque vous fabriquez des couches de 0,2, l'avantage c'est que vous avez aussi ce fameux espace de vide entre la pièce et les supports qui fait l'épaisseur de votre couche 0,2. Et donc le décrochage se fait plutôt très bien. J'ai pu le faire à plein d'occasions sur différentes pièces, et bien franchement aucune difficulté à décrocher ces supports. Attention, si vous supprimez la ventilation par exemple, ça pourrait accrocher un petit peu plus fort. Si vous êtes équipé d'imprimante double extrusion, et bien là encore le PETG CF ou même le PET-CF a l'avantage d'être plutôt très stable à l'impression et de pouvoir être supporté par pas mal de matériaux différents. On va pouvoir le faire fonctionner avec le PVA, les matériaux de support détachables, polysupport, breakaway, et également même le PLA. J'ai pu faire des essais avec des grosses pièces assez massives avec des supports en PLA, et honnêtement, ça se décroche plutôt très bien. Ça laisse très peu de traces, et dans la majorité des cas, c'est largement suffisant. L'utilisation d'un brim n'est même pas indispensable. Ça dépend de la géométrie de vos objets et de leur zone de contact avec le plateau. Et franchement, pas grand chose d'autre à dire sur le paramétrage de ce PETG carbone. On l'a dit, c'est un matériau assez simple d'utilisation. Avec ces quelques simples modifications, vous verrez, les résultats seront excellents. Et donc maintenant, je vais vous montrer les résultats d'impression que j'ai pu avoir avec le PETG carbone et également le PET carbone. Donc pour le PETG carbone, vous l'avez vu, j'ai utilisé la Creality K1 Max, j'ai également utilisé la Effelson S1, mais je l'utilise aussi très souvent sur la Pro 3, mais je pourrais l'utiliser à vrai dire sur la totalité de mes machines. Et donc, devant moi, ici, quelques pièces imprimées en PETG CF, quelques pièces imprimées en PET CF. La première différence, ce sera l'aspect. Les pièces en PETG carbone sont beaucoup plus lisses. On a un aspect qui est franchement un petit peu plus joli sur ces déclinaisons-là. On aura un taux de fibre et sans doute une taille de fibre un petit peu plus importante dans le PET, ce qui participe à ces performances mécaniques un petit peu supérieures, mais c'est un petit peu plus grossier de par certainement ces choses-là. D'autre part, le PET-CF n'est pas du tout recommandé en bus de 0,4, il faudra ici privilégier au minimum les 0,6. En tout cas, le PETG CF est un matériau, on l'a dit, mais esthétiquement très joli. J'adore le rendu, franchement c'est des pièces que l'on peut tout à fait imaginer brutes être utilisées dans à peu près n'importe quel type d'application. Ici on n'aura pas le rendu assez brillant, pas toujours rassurant des pièces en PLA ou en PETG de base. On aura plutôt ce côté velours que l'on peut retrouver sur certains ASA ou ABS. Donc d'un point de vue esthétique, d'un point de vue retrait des supports, franchement le PETG fonctionne très bien. D'un point de vue mécanique, on est sur quelque chose qui reste malgré tout léger au vu de ses performances. On va bénéficier de la souplesse du PETG. Vous voyez ici, je suis en train de tirer dans le sens des couches. La pièce a été imprimée comme cela avec des supports. Et là, je suis en train de tirer dans le sens des couches et on voit qu'on bénéficie bien de la souplesse du PETG. Donc c'est vraiment ça qui va être intéressant. On a à la fois quelque chose qui va être rigide, résistant au choc, mais qui a malgré tout un petit peu de souplesse, mais beaucoup moins que le PETG qui lui serait peut-être un petit peu trop souple, par exemple pour ce genre d'application, mais c'est particulièrement vrai pour les applications les plus fines.
Par exemple, cette pièce-là, en PETG de base, aurait sans doute été un petit peu trop souple et aurait manqué ici de rigidité pour son application. Encore une fois, une pièce ici qui va bien mettre à l'œuvre la souplesse et la résistance du PETG. On voit ici quelque chose qui est capable d'accepter les déformations à peu près dans tous les sens et qui va permettre d'être assez durable et résistant et léger. Encore une fois, pas besoin de remplir à 100% pour avoir quelque chose qui soit très robuste. Sur ce type de petites dents, on va avoir l'avantage ici d'une très bonne précision dimensionnelle, du PETG qui a une très bonne résistance à l'abrasion et d'une résistance thermique malgré tout assez importante. Donc pour du prototypage ou de la pièce soumise à ce genre de contraintes, eh bien le PETG est excellent de par sa durabilité, sa résistance générale et tout ce que j'ai déjà dit. On pourra également le retrouver pour son côté rigide dans des applications un petit peu différentes, toujours orienté pour l'extérieur, avec, on l'a dit, très bonne résistance aux intempéries, très bonne résistance aux UV. Et vous voyez ici donc cette fameuse petite poignée avec donc l'impression en 4 coques et 30% de densité de remplissage. Et on voit ici qu'on a quelque chose qui a une légère souplesse et qui ne va pas rompre aussi facilement que sa version 2 coques 15% qui elle a cassé un petit peu plus facilement. Je vais maintenant vous montrer l'équivalent en PET-CF. Donc ici, j'ai utilisé d'autres types d'imprimantes. J'ai davantage orienté vers la Race 3D ou les Ultimaker en l'occurrence, avec ici naturellement une buse de 0,6, donc des parois plus épaisses qui sont par défaut également plus nombreuses, et un taux de remplissage qui est également par défaut plus élevé chez Ultimaker en fonction de la matière qu'on utilise. Les profils sont un petit peu pensés pour répondre aux besoins de cette matière-là. On n'imagine pas faire quelque chose d'esthétique avec ce type de filament, donc par défaut, remplissage un petit peu plus élevé. C'est ça qui est intéressant avec Ultimaker. Et en l'occurrence, esthétiquement, je vous l'ai dit, ça reste plutôt très joli, mais on a quand même une visibilité des couches qui est un petit peu plus visible, naturellement grosse buse, et après un aspect qui reste franchement très sympa. Et mécaniquement, bon, on sent que là, on est encore sur un niveau de rigidité bien supérieur à la version PETG carbone, qui est déjà bien suffisante dans de nombreux cas. Autre petite pièce avec l'utilisation de support PLA, encore une fois qui a très bien fonctionné. On a au niveau du respect dimensionnel, c'est une pièce que j'avais déjà eu l'occasion d'imprimer dans d'autres types de filaments. J'ai rarement eu quelque chose d'aussi précis, avec aucune déformation au niveau du socle, vraiment aucun warping. Même les ouvertures sont parfaitement circulaires, donc franchement un excellent matériau. Et ici, un challenge un petit peu plus technique encore, avec beaucoup plus de support, beaucoup plus de filaments. Mais encore une fois, l'Ultimaker S7 s'en est plutôt très bien sorti, malgré que je ne respecte pas parfaitement les conditions d'utilisation de ce PET avec mon support en PLA. Eh bien, les résultats sont franchement très bons. Bon, voilà tout ce que j'avais à vous dire sur ce PETG carbone. Vous l'avez compris, je l'apprécie particulièrement. Son seul point faible, ça pourrait être son prix. Il est effectivement plus cher que les PLA, les ABS, les PETG traditionnels, mais encore une fois, pour une utilisation professionnelle qui a besoin de fiabilité, de répétabilité, d'avoir un matériau qui répond à toutes les applications sans être obligé d'en changer tous les jours, eh bien ça peut valoir le coup d'y penser. Et justement, comme souvent, on aime bien vous faire des petites remises dans ces vidéos filaments. Donc vous retrouverez juste ici un petit code promotionnel vous offrant 10% de remise sur le filament PETG carbone de Nanovia. Et si le filament vous plaît, eh bien vous pourrez alors bénéficier de la remise par quantité que vous trouverez également disponible sur certaines marques sur Polyfab 3D qui vous fait des remises croissantes en fonction du nombre de bobines que vous choisissez. En tout cas, merci pour votre soutien à la chaîne. J'ai eu l'occasion le week-end passé de croiser pas mal d'abonnés à la Maker Faire. Donc merci à vous, merci de soutenir la chaîne à travers vos visites et vos commandes sur la boutique de polyfab3d.fr. Je reviens très prochainement pour des tests de scanner 3D et également pour la K2+ combo de Creality. Je vous dis donc à très bientôt, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper tout ça et à nos réseaux pour suivre l'actualité de plus près. À très bientôt pour la suite. Ouais. Le PETG glycolé, le PETG est plus versatile et plus facile d'utilisation pour une utilisation tout.